Bonsoir Jean-Claude Pomerleau. Bonsoir Céline. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Ce soir, on va parler d'histoire et on va parler, pour commencer, de comment tu abordes l'histoire. Est-ce que tu veux nous... Bien, c'est ça, c'est que il y a différentes façons d'aborder l'histoire. Et puis ici, de ce temps-ci, je suis avec le livre de Jean Lamarre sur Maurice Séguin. Et puis, Maurice Séguin, pour lui, il y avait différentes façons de l'aborder, soit par une étude des grands personnages à un certain moment, ou l'étude événementielle de l'histoire. Mais pour lui, ce qui est important, c'était l'étude structure, l'histoire structure, c'est comme ça qu'il appelle ça, l'histoire structure des faits primordiaux. Maintenant, l'histoire structure, si on regarde ce qui porte la trame nationale pendant 400 ans, les temps forts qu'on peut identifier, les faits primordiaux, c'est les moments où apparaissent un cadre constitutionnel. Alors, il y en a eu plusieurs dans la succession. Le premier cadre constitutionnel qui est apparu, c'est la Constitution française. Et puis après ça, il y a eu la défaite de la France sur notre territoire. Et là, on va avoir des constitutions anglaises. Alors, ce qu'on va voir, c'est que la succession des constitutions anglaises c'était menée par des suprémacistes anglo-saxons. Okay? C'est ce qui s'exprime dans leur démarche. Et puis, qui ont produit, à certains moments, des constitutions qui avaient un caractère carrément raciste, parce que Maurice Séguin, pour lui, le sujet, c'est l'existence d'une nation française en Amérique. C'est ça son sujet. Et puis, donc, l'existentiel de ça. Et puis, il faut voir comment la nation arrive. Et là, sur la nation, faudrait... Il y a des définitions, différentes définitions de la nation. La nation, il y a des nations... parce que les autres sont dans les sciences sociales, l'histoire, et puis il y a aussi une partie économie. Mais pour eux autres, la nation, bon, c'est un peu le caractère sociologique de la nation. Mais moi, je fais de la géopolitique. Alors, la nation, elle existe dès qu'elle adhère, elle s'identifie à un État, à une assise d'État, même si c'est un demi-État annexé, ça demeure quand même que c'est primordial. Et c'était la lecture de Daniel Johnson père. Daniel Johnson père disait « La nation est d'abord sociologique et elle devient politique quand elle s'identifie à son État, qui devient un État-nation. » Alors, c'est ça qui est... Et puis, Daniel Johnson, là-dessus, il rejoint plusieurs grands penseurs. J'ai quelques citations, je vais vous ennuyer un peu avec ça, là. Mais c'est important parce que là, c'est une définition géopolitique de la nation. OK? Alors donc, nation et État. Le peuple conçu comme une communauté politique n'a pas d'existence en dehors de l'État et de la nation. C'est Jacques Sapir, qu'on connaît, que tu as même interviewé. Une nation, c'est un peuple en possession d'un État, c'est Karl Deutsch. Et puis, l'action de l'État est une conquête sans cesse renouvelée de sa compétence sur son territoire. Alors donc, on a les assises d'État qui donnent son identité à la nation, son existence, qui lui assure son destin comme nation. Et puis, il y a Hegel, le philosophe allemand, qui disait que l'histoire mondiale ne retient que les nations qui se sont constituées en État. Alors donc, nation-État, pour moi, c'est très important. Et donc, à quel moment on commence à poser les assises d'un État, un cadre constitutionnel où apparaissent les éléments d'une nation? Et puis ça apparaît en 1663 avec l'édit du Conseil souverain.
Et puis, dans quelles circonstances ça arrive? Et il faut rappeler que la première partie de la naissance de la colonie, c'est les marchands qui assurent le développement de la colonie, mais ils n'arrivent pas à le faire, à amener, à peupler et à mettre en valeur suffisamment le territoire. Le territoire est dans une situation d'insécurité. Et là, il y a un événement qui va marquer dramatiquement cette insécurité-là. C'est dans l'ordre des Ormeaux, la bataille du Long-Sault, là où on apprend qu'il y avait 800 Iroquois qui allaient descendre sur Montréal. Finalement, il a fallu qu'ils se redirigent vers le Long-Sault pour en finir avec la résistance de l'ordre des Ormeaux. Alors, ce qui arrive, c'est que immédiatement après, dans ce contexte-là, il y a Pierre Boucher qui va partir en France. C'est arrivé en 1660, au printemps 1661. Il part en France pour rencontrer le roi, pour demander à Louis XIV de prendre en charge, que l'État français prenne en charge le développement de la colonie, et puis que là, il y avait des défis à relever, soit le défi de la défense, donc ça prenait une armée, ça va être le régiment de Carignan qui va arriver. Il va aussi avoir un défi démographique, donc là, le roi va faire le programme des filles du roi, et puis le roi va amener une constitution, c'est là qu'est notre première constitution, le Conseil souverain, là, il va avoir un gouvernement, et là, il va établir le français comme langue d'État sur le territoire du Québec, et la loi française, la coutume de Paris, qui va s'étendre à l'ensemble du territoire ici, alors qu'en France, ce n'était pas encore le cas. Ce n'était pas un code unifié sur tout le territoire. Donc là, on a les lois, on a la langue, donc on a les éléments de base d'une nation. Et donc, c'est ça, 1663. Et là, bon, on va avoir le développement à partir de là de la Nouvelle-France qui est, dans son statut, une province royale française. C'est ça son statut. Mais ce statut-là va changer naturellement parce qu'on va arriver à la fameuse guerre de 7 ans et la défaite de la France sur notre territoire. Alors, Jean-Claude, on va poursuivre avec ce que toi, tu appelles la défaite de la France sur notre territoire. Bien, ça, c'est ce qui va mener au changement de statut. Et puis, la défaite de la France, parce que les gens parlent de conquête, mais en termes géopolitiques, la conquête, c'est plus un assommoir psychologique qu'un concept qui est opérationnel. Ce qui se passe, c'est tout simplement que la France a été défaite sur notre territoire, mais que nous, on poursuit une lutte depuis ce temps-là pour notre propre existence. Le pouvoir anglais... il va avoir un régime militaire pour les 3 premières années de 1760 à 1763. Mais ce qui arrive, c'est que la défaite de la France est consacrée par le fait que la France cède le territoire à l'Angleterre. Sinon, la France aurait très bien pu reprendre ce territoire-là. Alors, c'est très important de comprendre ça. Le traité de Paris consacre la défaite de la France sur le territoire et ça, c'est en 1763. Et en 1763, la proclamation royale, ça, c'est le gouvernement anglais, qui va nous donner un cadre, parce que là, ils vont faire l'annexion. Cette annexion-là, c'est le statut qu'on a. On passe à ce moment-là de province royale française à 15e colonie britannique en Amérique du Nord. C'est ça, là. Et là, donc, ce qui va se passer, c'est que les éléments qu'on avait établis sur le territoire pour former l'embryon d'une nation, les bases d'une nation, ils vont être balayés complètement, complètement éradiqués par le gouvernement anglais de 1763 à aller jusqu'à 1774. Ce qui se passe, c'est qu'ils vont éliminer le régime seigneurial, le régime juridique. Alors, on va être complètement sur les droits anglais. La religion catholique va perdre tous ses droits, puis c'est une institution importante parce que c'est une institution politique portante dans ce projet-là. Alors, il y a quelqu'un qui... Il va arriver que là, on a une constitution, si on veut, qui a un caractère qui exprime le suprémacisme anglo-saxon
et qui nous amène une constitution qui est carrément raciste parce qu'il vise à faire disparaître le caractère de la nation française en Amérique. On comprend qu'il y a une négation là de notre propre existence, parce que si le racisme a une signification, ça devrait être celle-là. Alors donc, on est là, et puis la situation va évoluer jusqu'à 1774, et là, en 1774, va arriver l'Acte de Québec de 1774, et là, ils vont revenir à nous rétablir dans nos droits, c'est-à-dire la religion catholique va rétablir une partie de ses droits, ils vont rétablir le régime seigneurial, puis le droit français va être rétabli en partie, sauf pour le droit criminel. Okay? C'est ça qui va arriver. Et pourquoi que ça arrive? Parce qu'il y a un contexte. Puis là, à chaque fois qu'il y a un contexte particulier, là, les suprémacistes anglo-saxons vont être obligés de céder de l'espace pour qu'il y ait les assises d'un État qui porte un caractère français. C'est ça qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a Guy Carleton, qui est ici, Québec, chef militaire, qui, lui, il se rend compte dans quel contexte il est. Il y a la situation, c'est qu'ils ne sont pas dans une position de force, même après la défaite de la France sur notre territoire, pour nous éradiquer. Parce qu'on a quand même un rapport de force démographique et militaire aussi, qui est comme un potentiel militaire dormant. Et on est dans un contexte où tout ça s'est résumé dans une missive que Guy Carleton envoie à Shelburne le 25 novembre 1767. Donc, on est 4 ans après la proclamation royale puis l'éradication. Et là, lui, il se rend compte que le mécontentement chez les habitants est tel qu'il y a un danger que ces habitants-là, s'il apparaît un pavillon français dans le Saint-Laurent, sortent et ils ont un potentiel militaire. Lui, il a évalué qu'il y avait à peu près 15-18 000 personnes capables de prendre les armes. Il y avait, dans l'encadrement de l'armée française, 100 officiers qui avaient reparti pour la France puis qui pouvaient revenir. Il y en avait 70 qui demeuraient ici. Et donc, lui, étant dans la citadelle à Québec, qui était très amochée suite à la guerre de 7 ans, lui, il se voyait dans une position de vulnérabilité et non de force. Et là, il est parti de 1770 à 1774 en Angleterre pour convaincre l'État anglais, le Parlement, la 13e session, qui étudiait la Constitution qu'elle a donnée au Québec pour dire, si vous ne les rétablissez pas dans leurs droits, le risque, c'est que on n'est pas dans une situation pour neutraliser, on n'a pas leur loyauté, et donc, si les Français y reviennent, on est foutu. Mais entre-temps, 1770, 73, 74, etc., là, c'est au sud, la colonie américaine qui se révolte contre la couronne britannique. Ça fait que là, lui, il voit que si les colonistes montent au nord, les habitants peuvent le rejoindre parce qu'ils sont tellement écœurés des lois anglaises, dont on nous disait que c'était tellement bien fait que ces lois anglaises-là est venues remplacer les lois françaises. Hein? On se souvient des travaux de Maître Christian Néron là-dessus. C'est ça. Alors donc, donc, sa conclusion, il va finir par imposer son point de vue au Parlement, et donc ça va donner la Constitution de 1774, qui est la reconnaissance, finalement, d'une nation dans ses caractéristiques essentielles, la religion, la langue, la coutume de Paris, le droit, et le régime seigneurial qui revient. Le régime seigneurial, il faut bien comprendre, c'est quoi? C'est le système de division du territoire à la française et non à l'anglaise, et le régime seigneurial, c'est que quel Anglais va aller s'installer dans une seigneurie
sous la tutelle d'un seigneur français, avec la religion catholique puis la langue française. Donc, c'était comme une triple barrière qui empêchait les Anglais de sortir des villes pour aller s'installer, prendre le territoire finalement, parce que qui possède le sol détermine le futur. Là, OK? Alors donc, c'est ça 1774, et 1774 va faire réagir au Sud parce que c'était ce qu'ils appelaient, eux, un acte intolérable, parce qu'il y a beaucoup d'aspects, surtout sur l'étendue du territoire du Québec à ce moment-là. Et là, eux, ils se sont battus, ils ont consenti des efforts énormes, financiers, militaires, pour défaire les Français et les balayer à la mer ici. Et là, au bout du parcours, l'État anglais les reconnaît dans un statut d'État-nation. C'est ça que c'est, 1774, là, toute la base de ça. Là. Alors donc, et en plus, étant donné l'effort financier, là, l'Angleterre se met à taxer la colonie au sud, et c'est là la grande réaction et la révolte, tu sais, le Boston Tea Party, etc. Donc, tout ça découle, il tourne autour des habitants. Les habitants qui, dans ce triangle-là, il faut comprendre, le triangle, la menace des colonies américaines, ils deviennent une entité politique qui pèse dans une équation, OK? Qui peuvent, s'ils rejoignent les États-Unis, ils balayent les Britanniques. S'ils restent avec les Britanniques ou qui sont neutres, ils permettent de contenir les Américains. OK? Donc, résulte de ça la configuration des États nord-américains. Tout ça sur les habitants qui sont les perdants. C'est pour ça que la conquête, il faut mettre ça de côté, il faut parler en termes statutaires. Les habitants, à ce moment-là, avaient un statut politique, même si ce n'était pas nommé. Et on se rappelle que le Congrès continental aux États-Unis, c'était l'union des colonies pour faire un effort de guerre, pour se débarrasser des Français au Nord. C'est ça, là. Les États-Unis naissent de ça. Et le Congrès continental, George Washington, ils vont écrire des lettres aux habitants pour leur demander de venir joindre leur révolution républicaine pour chasser les Britanniques. Tu comprends? Alors, pourquoi... Puis lui, il dépend de ces habitants-là pour vraiment s'assurer la victoire. Alors donc, la lutte est là, OK? Mais ils ont consenti en 1774 le statut parce qu'il n'y avait pas le choix, OK? C'était les intérêts d'État qui jouaient, et puis c'est tout. Oui? Alors Jean-Claude, on continue. Les Américains ont gagné. Ça a refoulé les loyalistes sur notre territoire. Et ça, qu'est-ce que ça a donné? Bien là, c'est parce que ces Anglais-là qui arrivaient, ils ne voulaient pas être gouvernés par des Français qui étaient majoritaires. Et puis donc, ils ont divisé le territoire de la province de Québec en Haut-Canada, qui est grosso modo l'Ontario, Bas-Canada, qui est le Québec. Et puis, de 1791 en s'en allant vers 1840, les Anglais voulaient absolument avoir une chambre d'assemblée. Mais pour les francophones ici, majoritaires, une chambre d'assemblée, si elle avait du pouvoir, ça menait à l'indépendance du Bas-Canada. Là, okay? On comprend qu'il y avait une tutelle de, supposément, la Chambre d'Assemblée, la démocratie naissante, 1791, etc. Et donc, c'est l'élite canadienne-française, à ce moment-là, qui pousse, OK? C'est ça qui va mener aux troupes de 37, et puis au rapport Durham, et à l'acte d'union de 1840. Parce que là, le problème des Anglais tout le long de ce parcours-là, c'est qu'ils sont minoritaires. Mais là, et ça, c'est Maurice Séguin, parce que Maurice Séguin il a beaucoup concentré sur 1840. Pour lui, le 1760 nous enferme dans un piège, OK? Et cette annexion-là de 1763 mène à l'assimilation sur le long terme, plus ou moins lentement, mais il y a une volonté des Anglo-Saxons de nous assimiler. OK? Alors donc, il ne faut pas le faire en 1774 pour les raisons qu'on a évoquées, mais là arrive la situation où, en unissant le Bas-Canada, le Haut-Canada, à ce moment-là,
ils peuvent minoriser les francophones et faire jouer la démocratie contre les francophones. Et là, tout ça découle du rapport Durham. Et puis, là, on n'a pas une tierce partie à quelque part qui vient jouer la menace directe, qui fait qu'ils vont concéder quelque chose. Là, il n'est pas question de concéder. Le rapport Durham est très clair. Voici une non-nation, c'est-à-dire une population qui est sans histoire, sans culture, et puis qu'on doit assimiler pour leurs bienfaits, pour les faire entrer dans la grande civilisation anglaise. Okay? On voit le suprémacisme anglo-saxon là-dedans. Là, c'est ça. Et donc, on est dans cette situation-là, 1840, et c'est important de retenir que là, les anglophones se voient dans un rapport de force démographique, et donc là, les masques tombent, et là, c'est l'assimilation. Et Maurice Séguin, lui, il s'en tient à 1840. Il dit, gars, tous ces jouets-là, il a passé beaucoup de temps sur le rapport Durham. Il dit, gars, quand tu es minorisé, puis tu es dominé, puis tu n'es pas capable d'agir par toi-même, OK? Tu as toutes les caractéristiques de ça qui viennent avec. Alors, on nous a dit qu'on avait, nous autres, on était des rétrogrades, des arriérés, tout ça, mais tout ça, c'est juste symptomatique des rapports de force en présence qui sont structurés dans les cadres constitutionnels. C'est ça que c'est. Alors donc, on voit le piège constitutionnel, et puis, arrive 1877. Et là, on a un autre livre qui est très intéressant, qu'on a déjà évoqué, puis c'est La négation de la nation. Et puis ça, c'est écrit par Eugène Brouillet, qui est une constitutionnaliste, et qui, elle, peut-être dans l'esprit de Séguin, voit l'intention derrière l'évolution du Code constitutionnel de 1867 et de 1982 de Trudeau. Alors, elle a dit 1867, il y a une menace, puis là, il faut comprendre, elle a dit, ce qu'elle dit, qu'il y a une menace américaine, et c'est confirmé par un acteur principal de la création du pacte de 1867, qui est George Brown. Et puis, elle a dit que quand même, on avait des structures là pour des assises pour porter une nation qui, si rien ne changeait, nous approchait de la porte, OK, c'est ça. Mais elle va analyser là-dedans tout ce qui a fait que la cage constitutionnelle va se rétrécir, puis va nous étrangler, puis jusqu'à conclusion de 82. Mais j'aimerais revenir sur le père fondateur du pacte de 1867, c'est George Brown. George Brown qui a fondé le journal Globe and Mail, qui était député, qui a fait la grande coalition. C'est lui l'acteur principal. C'est lui qui était à Londres en 1864 pour dire, et ça, on trouve ça dans l'Encyclopédie des biographies du Canada, c'est les archives du Canada, là, OK? Alors donc, lui, il s'en va dire à Londres, gars, on a des problèmes parce que la guerre de sécession va se terminer et les États-Unis vont avoir des visées sur le Nord, et donc, nous, il faut se réunir le plus vite possible pour parer à ce danger-là. Et puis, il est obligé de concéder. Et pour lui, c'est un pacte entre le descendant des vaincus et les descendants des vainqueurs. Alors, tu vois encore là, le suprémacisme anglo-saxon. Et là, il va y avoir quelque chose que c'est Maître Christian Néron qui a trouvé dans sa correspondance personnelle à sa femme, là où il va dire qu'il rentre dans ce piège-là les Canadiens. Nous autres, on était les Canadiens, mais les autres étaient les British à ce moment-là. OK? Donc, c'est les Québécois, en fait. Alors donc, il va dire, gars, n'est-ce pas merveilleux, chérie, on va les éteindre. OK? On va éteindre leur canadianisme, c'est-à-dire leur Québec, État-nation. C'est ça qu'on va éteindre. T'sais. Alors donc, c'est George Brown. Et elle, là-dedans, elle va faire une étude dans l'évolution du cadre juridique qui fait que et puis que le gouvernement central va s'accaparer petit à petit
des pouvoirs fiscaux. Ça, c'est la première chose, la centralisation. Ensuite, au point de vue politique, ils vont rétrécir, ils vont envahir les compétences des provinces. Et puis, en réalité, ils visent le Québec. Et puis, la Cour suprême va apparaître, OK? La Cour suprême va apparaître parce que c'est une cour, le monde pense que c'est une cour constitutionnelle. Non, c'est une cour fédérale créée par le Parlement fédéral avec des juges nommés par le premier ministre du Canada qui, lui, a une visée. OK? Alors donc, regarde, c'est ça. Fait que ça, c'est la matrice qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une décision, sont nous autres dans le droit évolutif. Hein? Fait que, à un moment donné, ta compétence disparaît complètement, puis il y a des grands principes qui apparaissent, puis ces grands principes-là, c'est le fédéralisme, c'est l'union, c'est la paix, le bon ordre et le bon gouvernement, c'est tout ça. OK? Et donc, petit à petit, l'espace des compétences du Québec, l'assise qui porte la nation, va se rétrécir vers l'étranglement. Et là, en 1982, là, on a une constitution qui apparaît. Encore là, tu sais, suite à la défaite du référendum de 80, ça donne une chance à ce projet-là de suprémaciste anglo-saxon d'aller au terme. Okay? Et donc là, en 82, la Constitution est fondée sur la négation claire, nette, précise, juridique, constitutionnelle de la nation française en Amérique sur ses assises d'État. Et la clé pour dissoudre cette nation-là, c'est la Charte des droits de Trudeau et la clause d'interprétation de la Charte des droits, l'article 27, le multiculturalisme. Donc, il n'y a pas de nation française en Amérique avec des assises d'État. Il y a juste un groupe ethnique, possiblement, parmi tant d'autres. Et donc, c'est la négation. Donc, cette charte-là qu'on nous présente comme pour nous faire un procès à nous, que si on ne respecte pas cette charte-là, c'est parce qu'on a peut-être des relents de racisme en nous. En fait, cette charte-là, elle a un caractère raciste. Jean-Claude, tu as parlé de deux constitutions qui avaient un caractère raciste, celle de 1840 et de 1982. Peux-tu nous expliquer le lien entre les deux? Bien, le lien, c'est qu'il y a un contexte historique qui fait apparaître ça. Hein. C'est un affaiblissement de la position de la nation. C'est-à-dire qu'en 1840, il y a la lutte politique, elle dérape, là, puis ça devient violent. Et puis là, la défaite des Patriotes crée un contexte pour que là, les Anglo-Saxons nous imposent vraiment leur volonté. Alors là, c'est ça qui donne l'acte d'union. Tu sais. Et puis, en 1982, on a la même affaire. C'est que tout de suite après la défaite de 80, là, on est brisé. Okay? La nation est dans une faiblesse. Et puis, face à Trudeau, et là, lui, il en profite, okay, pour imposer cette constitution-là qui, selon elle, tu sais, c'est comme, on va s'éteindre, c'est ça que c'est. Et puis, là-dedans, elle conclut, et on va pouvoir faire peut-être un passage pour aller à des conclusions, là, sur un débat plus actuel, c'est qu'elle, elle conclut qu'on a le choix de lucidement comprendre la situation, parce que le monde vit un peu dans une bulle, une illusion, qui sont dans le Canada, qui protègent les droits, etc., alors qu'ils visent à en finir avec la nation française que nous sommes. C'est ça que c'est le projet, là, depuis la défaite de la France sur notre territoire, comme Maurice Séguin l'a très bien analysé. D'ailleurs, ce livre-là, c'est, mettons, une relecture de Séguin avec explication, et puis c'est très bien fait. Et puis là, on comprend exactement que la méthode Séguin, ça t'amène à comprendre la situation, et sauf que Séguin va conclure que le rapport de force, c'est ça qui prime, et puis qu'il ne voit pas où ce que pourrait être notre rapport de force. Donc, ça mène à ce que Lyonel appelle un pessimisme amer. Okay? Donc, c'est une autre affaire. Mais ici, elle a conclu que, ou bien lucidement, on se laisse aller là-dedans tranquillement,
Et puis, on se replie sur des droits individuels, on renonce à nos droits collectifs. Ou bien on fait un choix démocratique pour sortir de là, donc accéder à l'indépendance. Ils arrivent les deux à la même conclusion. OK? C'est l'assimilation ou l'indépendance. Et puis, le problème qu'il y a, et c'est ce qui fait que ce livre-là a un caractère tragique, c'est que ce que Séguin avait compris, c'est que le choix démocratique, qui serait supposé être la porte de sortie, en fait, ce choix-là n'existe pas. Séguin nous dit, gars, c'est les rapports de force qui jouent. OK? Et la force prime le droit. On a fait des capsules là-dessus, faire la démonstration que le droit à l'autodétermination est une fiction politique, puis il reste à cadrer une stratégie pour l'imposer effectivement, et puis que ce référendum-là, c'est une fiction, et tout le cadre référendaire est une fiction. Et le contexte actuel, parce que pour revenir à la Constitution de 82, c'est qu'il y a cette charte-là des droits, puis ce logiciel de décomposition de la nation que nous sommes, qui est l'article 27, la clause d'interprétation de la Charte des droits, qui fait la promotion du multiculturalisme. Alors donc, là, on n'est plus dans le référendisme. La porte de sortie illusoire, elle est tassée, et on est dans les perspectives de la réalité. Et là, on est dans un contexte où, là, on est à l'étude du projet de loi 21 sur la Charte de la laïcité. Personnellement, j'aurais préféré une charte de neutralité, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, pour la première fois, on revient sur les bases de l'État du Québec, parce qu'il y a eu une lutte pour contrer ces visées-là des Anglo-Saxons, qui a été menée quand même, l'autonomie, etc., et qui mène à une montée quand même en puissance de l'État du Québec, hein, qui se nomme en 60, mais qui a arrêté de se nommer dans l'acte. Mais là, avec l'élection du 1er octobre, là, on arrive avec un gouvernement qui se dit nationaliste et qui, là, son projet le plus important, le projet qu'il a fait élire, c'est le projet de la laïcité. Et donc, ce projet de laïcité-là va s'en aller dans une collision frontale avec la Charte des droits, qui est la doctrine d'État du Canada, le multiculturalisme. Alors ici, il va y avoir dans le projet de loi une modification de la Charte québécoise. Alors, ils vont modifier la Charte québécoise pour y inclure une clause d'interprétation qui s'oppose à la clause d'interprétation du gouvernement fédéral. Et là, cette clause d'interprétation-là, c'est tout simplement de dire que l'État du Québec est laïque. Il n'est pas multiculturel, il est laïque. Et toutes les lois, si vous prenez en référence la Charte du Québec, le tribunal, il faut qu'il l'interprète en fonction de pas promouvoir le multiculturalisme, mais voir l'État du Québec comme un État laïque. Alors donc, c'est une grande différence. Là, la nation se nomme dans ses valeurs. Donc, elle existe, là. OK? Donc, la confrontation, elle est frontale avec la doctrine d'État du Canada. Et c'est là qu'on est présentement. Alors là, si on n'arrive pas à imposer dans un rapport de force avec le fédéral notre propre charte avec la clause d'interprétation, c'est tragique, OK? C'est tragique. T'sais. Par contre, si on l'impose, on vient de changer complètement la dynamique, là, OK? C'est ça. Alors donc, on comprend que la volonté du gouvernement du Québec est très ferme parce qu'il utilise la clause dérogatoire qui permet de se soustraire à la Charte canadienne des droits. Sauf que, et là, quand on étudie ce livre-là et qu'on voit toutes
les interprétations créatives de la Cour suprême pour réduire les droits de la nation du Québec, pour l'éteindre, on comprend que l'offensive juridique de l'État canadien contre le projet du gouvernement du Québec va être très créatif. Et là, il y a des grands principes qui se dégagent là-dedans que la Cour suprême a fait apparaître et qui ne sont pas dans la Constitution de 1877, OK, qui la nie en fait. OK? Parce que ça fait disparaître le départage des compétences. Okay? Donc là, il y a des grands principes, dont la loi, l'ordre et le bon gouvernement, qui est un principe pour tout, qui a été utilisé dans la poursuite sur la taxation carbone en Saskatchewan. Les juges ont sorti puis ont dit oui, le fédéral a le droit d'envahir la juridiction de Saskatchewan au nom du bon gouvernement. OK? Fait que c'est vague, là. Fait que, il y a aussi le grand principe du fédéralisme. Alors, fédéralisme, y peut avoir deux régimes juridiques sur les droits des personnes dans le même pays. OK? Là, ils vont dire, ben non. OK? Donc, la clause dérogatoire a été utilisée de manière abusive. Il y a un autre principe aussi, c'est l'incapacité provinciale. Ça, c'est l'incapacité provinciale, c'est que le Québec avait l'incapacité de se poser comme un État, finalement, OK? Puis de se nommer sa nation en acte d'État. C'est ça qu'il faut prévoir qui va arriver avec ça. Alors donc, on en est là avec ça, ce match-là. Et puis ça, c'est un match crucial. Les gens, ils se perdent sur des détails accessoires, là, les dessus des professeurs, les noms, les maternelles, oui, non, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que le Québec, comme État, se nomme dans un acte d'État qui va en collision frontale avec la doctrine d'État du Canada. Là, on a un match entre deux États au nom du principe d'équivalence. Ils ont une clause d'interprétation dans une charte, on en a une, nous aussi. OK? Donc, il y a un conflit de légitimité qui se pose. Eux nous ont imposé une constitution, elle a été rejetée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Voilà la situation. Et ça, c'est très pédagogique pour les gens. Parce que là, les gens, si au bout du parcours, la majorité de la nation historique ici qui dit ça, ce sont nos valeurs, puis là, ils se font dire, ah, la Constitution de 82, finalement, quand on écoutait les constitutionnalistes s'astiner sur des articles, ça nous donnait mal à la tête, mais là, concrètement, on voit que, oh, tu comprends? On n'a pas le droit d'être maître chez nous, on n'a pas le droit de vivre selon nos valeurs, etc. Là, ça les touche directement et ça touche largement. Alors donc, on a là une occasion une pédagogie sur le fédéralisme et sur l'autonomie provinciale. Les gens qui sont dans la famille souverainiste font grimace sur l'autonomie provinciale, mais l'autonomie provinciale, c'est en la bâtissant que tu rends effectif ton droit à l'autodétermination. Ce que Duplessis avait très bien compris, puis que Daniel Johnson a bien résumé dans sa plaquette « Égalité ou indépendance ». C'est là que ça devient le droit à l'autodétermination. Pour le moment, il n'existe pas, c'est une fiction politique. Et puis, c'est ça que... Donc, cette lutte-là va participer à bâtir un rapport de force pour rendre effectif le droit à l'autodétermination. C'est ça. Alors donc, dans cette lutte d'un État qui se dresse contre un autre État, c'est ça que c'est la Révolution tranquille, entre autres. Okay? C'est un État qui se dresse contre un autre État. Il y a une pièce législative fondamentale que le gouvernement du Québec doit mettre en place, c'est une constitution de l'État du Québec. Là, ça peut se faire à partir d'une modification de la loi 99, qui est la loi sur les droits et prérogatives du peuple et de l'État du Québec. Cette loi-là, elle dit quoi? Elle répondait, principe d'équivalence, à la loi C-20 qui disait, bon, bien, le Québec, votre droit à l'autodétermination, regarde, il est soumis à notre arbitraire. La réponse, cette loi 99-là, dit, le peuple, s'il est souverain,
50 plus 1 dans un référendum, ça décide, et voilà. Et voici le principe d'unité politique du Québec. Le principe d'unité politique du Québec, le territoire, les peuples autochtones, leurs droits reconnus comme nation, minorités qui ont des droits historiques, les anglophones, et voilà, c'est ça que c'est. Alors donc, cette loi-là, principe d'unité politique, tu es très proche d'une constitution, tu amènes quelques éléments, un code de citoyenneté, des choses comme ça, et là, tu arrives avec une constitution, je dirais, organique du Québec, et là, on aurait une constitution contre une autre constitution, dans un conflit de légitimité, mais dans la mesure où cette constitution-là apparaît de par la volonté des gens qui se sont manifestés en appui derrière la charte de la laïcité, là, tu montes d'un cran. OK? Et c'est là qu'elle joue la game politique. T'sais? C'est un État qui s'édifie, puis rendu à un certain point, il y a une possibilité de rupture. Et cette rupture-là ne résulte pas d'un souhait, mais elle résulte d'une somme. C'est ça que c'est dans ce game-là qu'on est présentement. C'est ça. Et aussi, il y a un contexte canadien qui évolue. On a eu l'occasion d'en parler sur la crise constitutionnelle qui s'annonce parce que l'Alberta est bloqué dans la défense de ses intérêts énergétiques qui sont énormes, gigantesques, OK? Et qui perçoivent le fédéral comme un empêchement de pipeliner en rond. On va dire, hein? Pipeliner en rond. OK? C'est ça. Alors, aux autres, puis là, je suis ça de très près parce qu'on s'échange là-dessus, puis on regarde l'évolution parce qu'on avait fait un cadre là-dessus. Voici le cadre, puis regarde comment ça pourrait évoluer. Effectivement, ça évolue dans ce sens-là où on avait cadré l'affaire. Donc, eux autres, là, j'écoutais Alec Castonguay, je pense que c'est dans les coulisses du pouvoir, il disait « J'ai rencontré Jason Kenney, qui vient d'être élu premier ministre de l'Alberta, puis que lui, il est en mode attaque totale, là, tu sais. Il dit, là, il prend son modèle de combat sur le modèle québécois. Il dit, le Québec, c'est toujours chicané avec Ottawa, puis tout ça, puis nous, ce qu'on perçoit, c'est que le Québec, il profite de ça, puis nous, on reste tranquille, on était des bons fédéralistes, puis gars, on se fait étrangler économiquement par le fédéral. C'est comme ça que c'est perçu. Peu importe la réalité, là, les gens pourraient dire non, c'est pas ça, etc. Mais c'est perçu comme ça, et donc c'est son motif politique. Alors lui, puis il est très, très décidé, puis c'est un gars qui a une stature. Si tu le places à côté de Scheer, là, le monde va penser que c'est lui le premier ministre en attente là, du Canada. Là, alors donc, lui, il y a des portes ouvertes. Là, OK? Et là, il commence à comprendre que finalement, le Québec, dans la Confédération, en arrivant avec un caractère culturel distinct, a amené plus d'espace de compétences pour les provinces. Entre autres, si l'Alberta a le contrôle de ses ressources, c'est parce que il ne faut pas en 1867 dire que les ressources du Québec vont aller au fédéral, là, ça passe à pas. Donc, en réalité, c'est le Québec qui défendait cette dimension-là, et là, il commence à comprendre ça. Parce qu'auparavant, quand le Québec cherchait à gagner quelque chose, éventuellement, il y avait des discussions avec les autres provinces, des ententes qui étaient fragiles, mais au final, les autres provinces allaient se coller derrière Ottawa pour parer aux séparatistes. Mais dans ce cas-ci, ça risque de ne pas être le cas. Ce qui risque d'arriver, ça dépend aussi de l'intelligence des politiques au Québec. Okay? Ça dépend de ça, là, dans quelle manière ils peuvent voir comment faire de l'Alberta un allié objectif pour défoncer la cage à castor de 82. OK? La cage à castor qui nous promet. OK? On sait. Alors donc, c'est ce contexte-là. On est dans ce contexte-là, et puis tous ceux qui sont dans un cadre stratégique avec des références à un référendum, puis à des placotages là-dessus, puis ça, c'est pas là que ça se passe. La game, ça passe maintenant.
Elle se passe maintenant, puis je vois pas qui peut arrêter la dynamique politique. Tu sais, peu importe qui arriverait et dirait « il faut arrêter ça, là, parce que là, on ne sait pas où ça va aller, là. » Non, tu sais. Puis on lit les journaux de Toronto, puis on voit qu'il y en a qui s'inquiètent, puis il y en a d'autres plus conservateurs qui disent « ouais, l'Alberta, tu sais, ils ont un agenda, là, puis ils ont des motifs, puis ils ont des raisons d'agir, puis etc. » tu sais. Puis pendant ce temps-là, le fils de l'autre, le fils de Trudeau, celui qui voulait notre fin, puis qui disait de la nation que nous étions, qu'on était une gang de rétrogrades qui n'avons pas su profiter des richesses qu'on avait, puis les mettre en valeur, etc. Parce qu'on était des arriérés, grosso modo, là. Tu comprends? C'est son fils qui est là, OK? Mais son fils... Et il est dans une situation, là, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. OK? Parce que les tendances de fond qui se reflètent dans les sondages, là, c'est difficile à renverser dans quelques mois, surtout des mois d'été, où ce que le monde sont au camp. Tu sais, ils n'ont pas la tête vraiment en politique pour voir les grosses batailles puis changer d'opinion, là, tu sais. Fait que l'automne va arriver vite. Puis il est tellement en arrière, puis il y a tellement du monde qui tire au flanc. Puis là, sa façade assez effritée, effondrée, tu sais, le progressiste, le Parti vert, le ci, le ça, tu comprends, l'allié des Autochtones, tout ça a tombé. Et puis, on voit des signes, là, il y a un candidat dans une élection partielle en Colombie-Britannique, un candidat vert qui a été élu, alors que le Parti libéral est 4e. Ça ressemble au Parti libéral du Québec. À un moment donné, tu sens une tendance, que ça descend, à un moment donné, ça s'effondre. Tu sais, ça s'effondre, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, ce serait le Parti conservateur de Scheer qui arriverait au pouvoir. Lui qui dit qu'il est favorable à un rapport d'impôt unique. Il ne veut pas se mêler de l'histoire de la clause dérogatoire au Québec. Lui, il dit « moi, j'aurais jamais fait ça, mais regarde, c'est le Québec, tout ça. » On comprend qu'il compte sur des votes au Québec pour assurer sa prise du pouvoir, là. On va comprendre ça, on va voir après. Mais là-dedans, le Bloc a un rôle à jouer aussi. Alors donc, on est dans ce contexte-là. Alors Jean-Claude, peux-tu nous parler des autres acteurs qui sont présents dans le contexte actuel? Oui, et qu'est-ce qu'ils pourraient prendre comme stratégie? Alors, on a le Bloc, OK? Le Bloc, l'élection fédérale. L'erreur du Bloc, c'est de se présenter, c'est arrivé ça dans d'autres élections, avec un programme, puis tout le cadre financier qui est équilibré. C'est un programme pour le Canada, OK? Ils veulent influencer la politique canadienne pour... Tu sais, ça donne l'impression qu'ils veulent améliorer le Canada. OK? C'est ça, parce qu'ils sont dans une élection fédérale. Donc, ils ont intériorisé le cadre constitutionnel canadien, alors qu'il faut qu'ils sortent de ce cadre-là et qu'ils rentrent dans un cadre où on est dans l'édification de l'État du Québec. Alors donc, on est dans la défense des intérêts de l'État du Québec. Alors, dans la défense des intérêts du Québec et dans le cadre où ça évolue, comme on a vu avec l'Alberta, et l'Alberta qui veut faire un référendum sur la péréquation, et là, le Bloc peut dire, regarde, voici, la péréquation, il ne faut surtout pas faire l'erreur d'aller défendre la péréquation. On a eu l'occasion d'en parler. C'est que si tu défends la péréquation, Trudeau aussi va la défendre. Et là, qu'est-ce que tu vas confirmer? C'est que la Constitution de 82, le statu quo, c'est ce qui défend le mieux les intérêts du Québec. Méchante conclusion, là. Hein? Donc, mais ça te prend, si tu dis on ne va pas défendre la péréquation, ça te prend une contrepartie dans l'argumentaire. OK? Alors, la contrepartie est très simple, c'est que la péréquation est venue pour remplacer la perte de notre pouvoir de taxation directe qui a été cédé à Ottawa pour l'effort de guerre de 39-45. Et puis, c'est ça. Puis là, Duplessis s'est battu pour en arracher un morceau, heureusement. Tu comprends? Et là,
c'est ça, tu dis, à l'Alberta, on est d'accord avec vous autres, mais on vous dit en plus, on va vous rappeler que le pouvoir de taxation appartenait aux provinces dans 1867. OK? Tu vois, 1867 à cause de la menace américaine. OK? Donc, 1867. Et donc, tu dis à l'Alberta, regarde, on est des alliés objectifs. Regarde, nous, on renonce, mais vous nous appuyez pour qu'on récupère notre pouvoir de taxation. Et si vous autres, vous comprenez qu'il faut vous aussi récupérer votre pouvoir de taxation, là, vous êtes gagnant parce que vous en envoyez plus que vous en recevez. Vous allez arrêter de vous plaindre. Et en même temps, votre gouvernement conservateur à Ottawa qui veut réduire la taille de l'État, bien là, tu réduis le revenu. Fait que là, ils sont obligés de sortir des juridictions des provinces et donc au Québec. Et là, on est dans la proposition de édifier l'État du Québec parce que tes sorts, tu récupères tes pouvoirs de taxation, ton potentiel, donc tu changes l'équilibre dans les rapports de force. Et là, tu es dans le cadre stratégique de la somme plutôt que le souhait par rapport à la souveraineté. C'est ça qui se passe. Mais là, vont-tu comprendre ça? Je ne sais pas. Tu sais? Moi, je fais juste délirer ici, là. Tu sais? Non, c'est une farce que je fais. Mais c'est parce que puis je regarde un autre acteur, Liré, OK? Liré, là-dessus. Liré, qui était dans le cadre de faire des études constitutionnelles, le droit interne, le droit externe, etc. Tout ça, c'était dans le cadre du référendiste. Tu sais? Dire, le référendum, oui, on peut le faire, garde, etc. Il y a un cadre juridique pour ça, puis ça se limitait à ça, le champ d'action, plus ou moins. Là. Et puis donc, là, on voit que Liré, il y a eu comme une période de silence, tu sais, puis on a même, nous autres, Vigile, écrit pour leur poser une question sur le droit à l'autodétermination, on n'a pas eu de réponse. Mais là, il y a du nouveau monde qui arrive là, puis il y a M. Terrien qui était député du Parti québécois, qui a été battu à la dernière élection, puis là, la première étude qu'ils font en mars, c'est sur quoi? Le rapport d'impôt unique. Fait que là, ils ne sont plus dans le cadre du référendisme, ils sont dans le cadre de l'édification de l'État du Québec. Non, c'est le fun, OK? Fait que là, puis ils reprennent un élément du programme du gouvernement du Québec, donc l'État du Québec, et là, ils font l'étude de ça, tous les chiffres, etc. Ils peuvent faire aussi l'étude sur la péréquation, en passant, pour voir exactement qu'est-ce qui reviendrait, qu'est-ce que ça change, OK? Donc, mais qu'on comprend que là, ils sont alignés sur les intérêts de l'État du Québec, et là, on est dans le cadre d'une doctrine d'État. C'est un élément de doctrine d'État là, qui est compris. Ça, c'est une bonne nouvelle, très, très bonne nouvelle, ça. Alors, Jean-Claude, tu nous as parlé de deux cadres en particulier, là, le cadre référendiste et le cadre édification de l'État. C'est qui les acteurs qui restent? Les intellectuels souverainistes, là, ils se situent où? Regarde, ça fait 50 ans qu'on est dans un cadre que j'appelle le référendiste, là, où il y a des constitutionnalistes qui disent, oui, droit interne, droit externe, etc., puis qui débattent de ça, puis c'est leur champ d'action, OK? Puis d'autres qui sont dans un autre champ d'action qui se trouve à être ce que j'appelle un concours d'art oratoire sur les mérites de l'indépendance par rapport à, puis voici pourquoi, puis etc. Alors que dans la réalité, on est face à un État, l'État fédéral, qui, pour cet État-là, la force prime le droit, puis gars, il s'amuse de regarder ça, là, OK? Sauf que là, on vient de changer de cadre, l'élection nous amène dans un autre cadre. Maintenant, il y a des intellectuels qui, dans les dernières 50 années, ont arrivé à produire un cadre de lecture, particulièrement sur l'histoire, pour, disons, faire voir apparaître l'indépendance comme, c'est une nécessité si on veut continuer à exister comme une nation française en Amérique. Et il y a eu comme deux grandes périodes, le clérico-nationalisme puis le néo-nationalisme. Ça, c'est le néo-nationalisme de l'école
historique de Montréal, par rapport à celle de Québec qui était fédéraliste. Et Séguin, c'est lui qui est le grand théoricien. Sa méthode fait voir exactement, voici, on part d'un statut, puis ce statut-là va t'emmener là, puis voici pourquoi, puis voici toutes les conséquences de ça, puis arrêtez de rêver. Mais, et puis donc, beaucoup d'intellectuels qui sont séguinistes, disons, OK? Puis avec raison, parce que Séguin, il y a une méthode qui te fait voir, c'est de la géoéconomie. OK? C'est comme ça que Jean Lamarre dit, on est dans la géoéconomie. L'économie, la manière qu'elle s'est développée, c'était parce que le statut d'annexion nous a amené à être en marge, et puis les autres, ils ont pris le dessus, etc., etc. On comprend l'affaire, OK? Et puis, le problème qu'on a, c'est qu'il y a des intellectuels, des historiens ou des historiens des idées ou des gens qui sont des professionnels des sciences sociales qui, eux autres, ont opposé Séguin à Lionel Groulx. OK? Maintenant, Séguin, il voit la réalité des rapports de force en présence, puis il ne voit pas comment imaginer un cadre stratégique pour sortir du piège dans lequel l'histoire nous a enfermés en 1760 et qui nous mène lentement ou rapidement à l'assimilation. Lui, il ne le voit pas. C'est ce qui fait dire à Lionel Groulx que c'est un pessimiste amer. Lionel Groulx, parce que Lionel Groulx, la lecture qu'on a fait, c'est depuis les années 60, cette lecture-là de l'histoire glorieuse, c'est comme du conservatisme, puis ce conservatisme-là, c'est ce qui nous a empêchés d'avoir un élan décisif vers l'affranchissement. Donc, c'est la plaquette d'Yvan Lamonde, Un coin dans la mémoire. Et puis, c'est un peu ça aussi pour Jean Lamarre par rapport à Groulx. Et puis, mais ce qu'ils n'ont pas compris de Groulx, c'est que Groulx, la solution que ne voyait pas Séguin, Groulx, lui, la voyait. OK? Alors, c'est quoi Groulx? Groulx, c'est, quand on regarde sa biographie de Charles-Philippe Courtois, l'ensemble de son déploiement stratégique, c'était de faire apparaître un État du Québec. Et donc, c'est l'État qui change de statut, qui devient souverain. OK? On peut juste à penser aux Catalans, OK? Qui n'ont pas d'assises d'État, puis que le peuple veut, puis le peuple veut, mais gars, c'est un État qui change de statut, puis le rapport de force n'est pas là. C'est très clair. Alors donc, Groulx va amener d'abord une lecture de l'histoire qui est glorieuse, qui est en partie qui relève du mythe. Okay? Le mythe, c'est important. Et puis, c'est quand même particulier que c'est à l'intérieur des institutions de l'Église que va apparaître une doctrine d'État. C'est le père de la doctrine d'État, Groulx. Et puis, Groulx amène le plan à tous les niveaux économiques. Il disait, au point de vue économique, il était comme Maurice Séguin, il comprenait très bien, là, au point de vue économique, si on n'a pas pris le contrôle de nos instruments, faire l'indépendance serait changer nos chaînes pour d'autres chaînes. Et puis, sur le principe d'avoir un parti dans l'édification de l'État, parce que c'est ça la doctrine de Groulx, c'est l'édification de l'État, et puis on est dans le prolongement de ça, et bien, il dit, la première chose à faire, c'est les partis au Québec ne doivent pas être des succursales des partis d'Ottawa. C'est là qu'apparaît l'Action libérale nationale, c'est là qu'apparaît l'Union nationale. Après ça, les partis sont détachés complètement, etc. OK? Et puis, la nationalisation de l'hydroélectricité, etc. Alors donc, Groulx, il est partout à la fois. Hein? Il est sur l'histoire, il est sur les développements économiques. Et puis, lui, Groulx, il y avait un peu quand même de morale dans lui, suffisamment là, pour voir que Maurice Duplessis, quand il apparaît avec l'Union nationale, c'est une bête politique. Il va réagir quand même à Maurice Duplessis, mais c'est Maurice Duplessis avec
le plan d'architecture de Groulx qui va petit à petit amener la réalisation de l'État du Québec qui apparaît en 1960. Un État n'apparaît pas dans la nuit, là. C'est une somme, OK? Alors donc, ceux qui vont découvrir l'État en 1960, c'est parce que Maurice Duplessis s'est battu pour l'autonomie, puis c'est cette autonomie-là qui constitue l'État du Québec. Et puis, donc, ces intellectuels-là, ils ont un gros problème avec Groulx. Ils sont pas hâte de voir parce qu'ils voient en lui un conservateur. Puis eux autres sont, qu'on le veuille ou non, dans le libéralisme. Alors donc, il y a des penseurs souverainistes qui sont demeurés dans le logiciel de Cité libre. Tu comprends ça? Et la réaction contre la gouverne de l'Église sur les institutions, etc. Mais cette gouverne-là, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on arrive en 60, et puis il y a des institutions de développer, il y a des élites de former, et puis on n'a pas de dette. Et puis, on a une démographie qui est galopante. Et ça, c'est crucial parce qu'on pourrait finir là-dessus. La démographie, c'est que depuis 65, on est passé, là, il y a une rupture. C'est très important, la démographie. On avait une moyenne de 5 enfants par famille, puis on passe à 2. OK? Et là, petit à petit, ça baisse, mais en plus, là, on compense par de l'immigration. Alors, ce qui arrive, c'est que on s'en va dans une direction où c'est Statistique Canada, une étude qui dit qu'en 2036, c'est pas tellement loin, c'est une génération, on va être 70 % de personnes de langue maternelle française au Québec. Alors là, il faut comprendre que la démographie, c'est la ligne de flottaison, on en parle souvent, c'est Fernand Braudel. Tous les phénomènes politiques, économiques, sociologiques sont portés par la ligne démographique. À 70 % là, oubliez la souveraineté, oubliez l'indépendance. Là. Regarde, on va juste regarder des gens démantibuler l'État du Québec, qui est l'assise de notre nation, puis partir avec les morceaux. That's it. C'est ça qui va arriver. Alors donc, et la conclusion que fait Auguste Comte, c'est que la démographie, c'est le destin. Alors donc, c'est là qu'on s'en va. Et là, on a une période on est au pouvoir. C'est une nation historique qui a refait sa cohésion dans le véhicule politique de la CAQ. Peu importe, qu'est-ce que vous en pensez. Ils sont au pouvoir. C'est vous dire, il est minuit moins 5. Là, alors donc, il faut comprendre que là, ceux qui sont là doivent bâtir notre maison parce que c'est cet État-là qui nous assure une maîtrise sur notre destin pour la suite de l'histoire. Alors, c'est ça la situation. Et puis ça, c'est des intellectuels qui ne comprennent pas ça parce que si on regarde ceux qui ont porté le projet souverainiste dans la discrétion, dans le conservatisme, pour eux autres, l'enjeu était existentiel pour une nation, comme lui, comme elle, OK? C'était existentiel. Puis si tu regardes les souverainistes qui baignent dans le libéralisme, pour eux autres, l'enjeu de l'indépendance, c'est tout simplement amener un projet de société plus vert, plus social-démocrate, plus... Personne ne va à la guerre pour ça. Mais quand ton existence est en jeu, là, ça stimule la volonté, puis, regarde, tu trouves des moyens. Alors, c'est ça la situation. Puis, on est là. Et puis, prochainement, je vais peut-être aller un peu plus près d'analyser la différence entre Groulx et Séguin pour faire comprendre au monde, parce qu'on peut féconder la méthode Séguin si on comprend que on revient trouver des clés pour nous sortir du piège dans lequel l'histoire nous a placés en 1760, du côté du conservatisme, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont compris que c'était l'édification de l'État. Lionel Groulx, 1937, notre État français, nous le voulons, nous l'aurons.
il était devant le gouverneur général au Palais Montcalm, puis il représentait l'Église de Rome, la grande institution qui nous a portés, puis il faisait face à une institution de la couronne britannique qui souhaite notre disparition comme nation. C'était un match qui était assez clair, là. Merci, Jean-Claude.